Eh bien, monsieur, Skovanek, bonjour. Je suis, ravi de vous accueillir pour cette, web, conférence que nous préenregistrons pour, le salon, territorial donc, Handy Vosges. Et bien, écoutez, je vous, propose dans un premier temps de vous présenter, eh bien, à tous les visiteurs qui vont participer à cet événement. Donc, bonjour, monsieur Skovanek. Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Joseph, j'ai 43 ans actuellement et j'ai la chance d'être depuis un peu trop longtemps peut-être militant dans l'univers du handicap, de la différence. Donc cela implique cette joie de rencontrer tous les jours des personnes que parfois on n'imaginerait même pas qu'un tel profil humain puisse exister. Donc il y a vraiment cet élément de découverte, d'émerveillement et en fait, je ne sais pas si je travaille ou si je m'amuse. Merci, monsieur Skovanek. Qu'est-ce qui vous a amené du coup à accepter le parrainage d'un salon en ligne, en Handy Vosges, cette année? Comment est venue cette volonté de soutenir, un événement inclusif comme celui-ci? Ah, c'est très simple, je n'habitais là pas dans les Vosges et donc c'était une façon à moi de participer à l'aventure, au moins un petit peu. Eh ben, déjà, sachez, en préambule que les 2 associations donc organisatrices, l'AVSEA et Facilia, eh bien, vous remercient très sincèrement et très chaleureusement pour, votre parrainage et votre appui sur cette démarche, technologique, inclusive. Alors, monsieur Skovanek, on je vous propose d'échanger avec vous sur quelques sujets, peut-être, liés à la question de l'emploi, de l'insertion, professionnelle des personnes en situation de handicap, et d'échanger avec vous, voilà, sur différents sujets. J'ai pas du tout la prétention d'être un intervieweur, un chroniqueur radio, donc c'est vraiment avec humilité et modestie que je vais essayer de conduire cet échange, cet entretien, en vous posant quelques questions, quelques sujets qui permettront, je l'espère, eh bien, de permettre aux visiteurs d'en savoir plus et de mieux appréhender, je dirais, ce sujet du handicap et de l'insertion, sociale et professionnelle. On peut peut-être, commencer par la question des politiques publiques et puis de la loi handicap. Quel est votre regard aujourd'hui sur la loi handicap, sur les quotas, c'est-à-dire les 6 de travailleurs handicapés dans les entreprises, sur la contribution qui est demandée aux entreprises, aux établissements publics et puis, nous sommes aussi, sur une année anniversaire, de la loi handicap, hein, les 20 ans. Si vous aviez, un petit bilan ou même des préconisations à faire, quelles seraient-elles ces préconisations? Ah, en effet, nous sommes dans l'année anniversaire de la loi du 11 février 2005, hein. Parfois, quand on dit le mot loi, on s'imagine une plaque de marbre avec des mots en grandes lettres et un buste de César à côté, ou presque. Mais non, en fait, c'est pas ça. La loi du 11 février, c'est avant tout l'aventure humaine, hein, de gens, quoi, hein, qui avaient des convictions. Et comme le dit très bien Marianne Monchamp, qui a écrit le texte de la loi, je ne me suis pas censuré. Voyez? Donc, une personne qui avait des convictions, des personnes qui avaient des convictions et qui les ont transposées, hein. Et donc, en fait, c'est ce geste-là que je retiens avant tout, hein, dans l'univers du handicap. Ce qu'il faut, ce n'est pas suivre un texte aveuglement, si vous me passez l'expression, mais c'est de vouloir, je dirais, concrétiser des convictions, hein, que l'on a, hein. Et donc peut-être que c'est à nous de répéter cette démarche au quotidien, quoi, hein. À titre personnel, vous voyez, je pense qu'un monde meilleur, un monde plus inclusif va se bâtir
non pas parce qu'il y a une directive numéro je ne sais combien, mais parce que des gens ont œuvré. Et ces gens-là, eh bien, ça doit commencer par nous-mêmes peut-être, quoi, hein, voyez, à nous de œuvrer concrètement. Je crois que l'avenir de la société inclusive, si elle devient un jour inclusive, ce sera plutôt par le biais de l'échelon local, hein, par le biais des initiatives individuelles. Il ne faut pas croire, à mon avis, que l'avenir sera meilleur parce qu'il y a une directive européenne ou parce que je ne sais quoi, hein. Voilà. C'est à nous de faire concrètement le travail. Alors, ce ne sera pas facile au sens que le chemin sera long, les obstacles nombreux, hein. Et des fois, je ne vous cache pas que je suis très inquiet en songeant à la liste des obstacles qui s'allonge. Mais globalement, je pense que c'est une aventure et un défi qui mérite d'être relevé. Vous parlez du coup d'initiatives, locales. C'est ce qui vous a, je pense, aussi amené à soutenir notre démarche de salon en ligne, parce que c'est un salon qui vise à mettre en relation, en tout cas à fédérer, à créer des liens, à créer du rapprochement et à permettre, eh bien, aux personnes en situation de handicap, à leurs familles, aux aidants, aux professionnels, mais aussi aux entreprises, eh bien, de se retrouver dans un endroit, alors dématérialisé, hein, digitalisé, pour avoir accès aux ressources, avoir accès aux services, connaître les différents acteurs qui gravitent tout autour du champ du handicap. On a souvent dit qu'il y avait des personnes que l'on jugeait inaptes par leur déficience, par leur handicap, par leurs restrictions, qui n'étaient pas en mesure de pouvoir travailler. Nous, associatifs, on milite pour que chacun puisse avoir une dignité dans la société et qu'elle puisse s'épanouir et s'émanciper par, par le travail, en tout cas par son devenir dans la société. Une personne en situation de handicap est une personne avant tout, qui a un talent, qui a des capacités, qui a des compétences, et nous allons l'accompagner avec différents services. Je pense à l'emploi accompagné, je pense à Cap Emploi, je pense aux établissements et services d'accompagnement par le travail, je pense aux entreprises adaptées, pour lui permettre, eh bien, de se réhabiliter aussi par le travail et d'avoir toute sa place dans la société en exerçant une activité professionnelle. Quel est aujourd'hui, vous, votre regard sur l'emploi des personnes en situation de handicap et sur le maintien dans l'emploi aussi des personnes qui risqueraient, dans le cadre de leur activité professionnelle, d'être licenciées pour une inaptitude. Comment faire en sorte que chacun puisse, malgré sa pathologie, son problème de santé, sa restriction, sa déficience, puisse trouver sa place dans la société avec eh bien, ses habiletés, ses capacités, ses compétences. Merci. J'allais dire, toute la question, hein, c'est qu'est-ce que les gens ont comme caractéristiques, hein? Est-ce qu'on définit l'être humain par des incapacités, inaptitudes, ou est-ce qu'on définit l'être humain par des capacités, des compétences, hein? Ça, c'est un point absolument essentiel, quoi, hein. Parce que pour une raison ou pour une autre, dès lors qu'il est question de personnes dites en situation de handicap, on voit des limitations, inaptitudes, etc. Par contre, les gens jugés valides, même quand ils ont plein de limitations, ça on ne le voit pas, hein. Par exemple, hein, et on a le droit d'être nul en maths. Quand vous êtes personne jugée valide et nulle en maths, on dira, ah oui, c'est juste une personne qui aime exercer d'autres métiers que des métiers de matheux. Il n'y a aucun jugement de valeur, quoi. Par contre, quand vous êtes en situation de handicap et nul en maths, ah ben ça c'est grave, hein. Ça veut dire que vous êtes déficient intellectuel. Eh oui, voilà. Donc, dès lors qu'on prononce le mot handicap, on va juger très durement la personne, hein. Et des choses qu'on tolérerait très naturellement chez les gens dits valides, on ne va pas les tolérer chez les gens dits handicapés, hein. Et de façon générale, le mot évaluation, que ce soit évaluation professionnelle, médicale ou scolaire,
hein, c'est toujours axé sur les choses négatives. On va faire la liste de ce qui ne va pas chez vous, de ce que vous ne savez pas faire, hein. Mais ce petit jeu-là, on pourrait le faire à n'importe qui, quoi. Mais curieusement, pour les gens valides, hein, on est beaucoup plus tolérant, quoi. Hein. Par exemple, vous voyez un ministre ou un président, hein, lui, il a beaucoup d'aide humaine, hein. Le président de la République a beaucoup de PCH, beaucoup plus que n'importe quelle personne handicapée. Mais simplement, personne ne va lui en vouloir, personne ne va dire t'es incapable, toi, t'as des déficiences, tu sais pas gérer tes dossiers, hein, voilà. Donc, toute une question, on va dire, de regard qui juge et un regard qui juge mal. Mal au sens de toujours mettre en avant ce qui est négatif et mal au sens d'être inéquitable, hein. Et c'est tellement facile, hein, dans le cas des gens handicapés de dire qu'il est incapable de faire ceci, cela et encore cela, hein. Mais est-ce que c'est vrai? Et surtout, est-ce que la personne qui porte ce jugement, est-ce qu'elle, elle est plus capable que l'autre? Hein, ça, c'est une vraie question, hein. Et moi, ma hantise, pardon, je le dirai avec mes mots, hein. Moi, ma hantise mentale, c'est le schéma de l'armée coloniale. Vous voyez ce que c'était l'armée coloniale? bien sûr. Hein, il y avait une pyramide. Au sommet de la pyramide, il y avait Papa Commandant, quoi, hein, donc blanc évidemment, quoi, hein, voilà. Et j'allais dire, tout le boulot que Papa Commandant était incapable, ne voulait pas faire, par exemple passer la journée dans la boue et servir de chair à canon et autre chose encore, ça on le donnait, ben, voilà, à des gens qu'on méprisait, quoi, hein. Et est-ce que dans l'univers du handicap, on ne risque pas de reproduire ce même schéma, quoi? C'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant quand on y songe. Et en tout cas, je sais que bon, la société est ce qu'elle est, etc. Mais essayons au moins de faire en sorte que les gens avec toute la diversité des profils qui existent puissent se retrouver dans tous les recoins, tous les milieux de la société, quoi, hein. Ça, c'est, je crois, un idéal, un objectif qu'on peut au moins essayer d'imaginer dans notre tête, quoi. Vous accordez beaucoup d'importance et vous avez une hypersensibilité sur les notions de capacité, de compétence, d'aptitude. Aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, de quelle manière concevez-vous un recrutement réussi pour une personne en situation de handicap? C'est-à-dire, est-ce que l'on doit encore et toujours maintenir le process habituel du CV, de la lettre de motivation, de l'entretien du recrutement, ou est-ce que vous pensez que l'on peut peut-être demain ou après-demain en France rénover l'approche du recrutement par l'entreprise, par l'employeur qui s'engage dans des démarches de responsabilité sociale et sociétale et environnementale sur des entreprises qui sont aussi engagées, en tout cas Euh, sensibles à la diversité. Est-ce que l'on pourrait peut-être penser à d'autres formes d'intégration dans l'entreprise qui viseraient à outrepasser certains codes, certaines normes qui existent depuis plusieurs dizaines d'années, tout en s'appuyant sur la personnalité, la professionnalité de la personne et puis ses aptitudes, son talent, ses compétences pour pouvoir réussir une insertion professionnelle. Donc, quel est le message que vous souhaiteriez transmettre aux employeurs, aux entreprises, aux établissements publics, aux associations pour faciliter l'emploi aussi de personnes qui ont peut-être telle ou telle spécificité, tel ou tel besoin pour leur permettre bien d'évoluer dans un milieu professionnel adapté. Merci beaucoup. Quand on parle de RSE, hein, de responsabilité sociale, sociétale des entreprises, hein, en fait, souvent le E, quoi, pour environnement est très grand et le S est tout petit, hein. Ça, c'est très frappant,
hein. On aime à parler. Alors, est-ce qu'on aime faire ça? C'est un autre débat. Mais on aime à parler de l'environnement, quoi, hein. Par contre, tout ce qui est, par contre, l'aspect social, inclusion, handicap, ça c'est beaucoup plus gênant. C'est vraiment le parent pauvre, hein, de la RSE, quoi, hein. Euh, Ce qui est tout à fait frappant, à mon avis, et j'oserais le dire, hein, même si ça peut perturber, je crois qu'il faudrait sortir le handicap de la RSE, hein, parce que le handicap, le recrutement handicap ne doit pas être une contrainte de plus. Combien de fois des responsables d'entreprise disent, mais j'ai déjà 50 000 contraintes et en plus de ça, bon, il y a les handicapés, quoi, hein, qui veulent avoir dans la tête des gens 6%, c'est presque comme une taxe, quoi. Vous voyez, il y a telle taxe, telle taxe, telle taxe, et puis il y a la taxe, voilà. Non, non, recruter quelqu'un parce que la loi vous y oblige, c'est la pire des raisons, quoi, hein, de le recruter. Il faut être avec des personnes différentes parce que c'est bon pour vous, y compris sur le plan financier. Voyez? Et c'est pour ça que, à mon avis, les systèmes de quotas à la française envoient un message désastreux, hein. Il y a D'accord. aussi d'autres raisons, hein, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis hostile au quota, hein, D'accord. parce que ça envoie ce message que c'est une sorte de boulet, hein, qu'on va vous assigner, quoi, hein. Tout comme il y a 50 000 autres boulets fiscaux ou autres, mais là, vous en avez un supplémentaire, quoi, hein. Voyez. C'est un état d'esprit très gênant et, à mon avis, contre-productif, quoi. D'accord. Donc, c'est pour ça que je pense que l'emploi des personnes en situation de handicap ne devrait pas relever de la contrainte légale, quoi, hein. Ça, c'est mon opinion, hein. D'accord. Même si je comprends qu'aucun système ne soit parfait et que ça mériterait discussion. D'ailleurs, une discussion qu'on n'a jamais eue en public, quoi, hein, ce qui est regrettable, hein. Et par contre, comme vous l'avez dit au début de votre question, ça implique de repenser totalement le processus d'accès à l'emploi, hein. Le processus actuel d'accès à l'emploi, de façon générale, au-delà même du handicap, est profondément déficient, quoi, hein. Déficient au sens irrationnel et au sens de ne pas prendre en compte, ben, les compétences, les talents des personnes qui sont face à nous, face aux recruteurs, quoi, hein. Voyez. Et donc, je dirais, d'utilité publique, hein, de repenser totalement la procédure d'embauche. Hein, si vous voulez, juste une petite anecdote, un petit exemple que je trouve plaisant. C'est une histoire vraie, hein, ça se passe pendant les Jeux paralympiques. Une grande entreprise, pardonnez, bien connue en France, avec un grand siège en région parisienne. Dans le hall de son siège, avait installé un puzzle géant, quoi, hein. Et donc, les gens de passage pouvaient, par exemple, essayer de compléter le puzzle. Et là, vous aviez les hauts cadres d'entreprise, vous voyez, des dirigeants en costard cravate qui gagnent des sommes très impressionnantes, qui sont très orgueilleux d'avoir X personnes à leurs pieds, de gagner, enfin, bon, bref, tout ça. Et donc, ces gens-là, vous les voyez venir, prendre une pièce du puzzle et dire, zut, celle-là, elle va ou non, là, non, ça va pas, oh, zut, allez, tant pis, bon, je me casse, quoi, hein, et il s'en va. Après, vous aviez le camarade, par exemple, que sais-je, autiste non-verbal, que tous les médecins jugeaient déficient, inapte, à incapable de, et tout ça. Donc, lui, il prend une pièce, poum, une deuxième, poum, une troisième, poum, voyez. Euh, mais qu'on ne me dise pas que ce type-là est déficient, quoi, Mhm. hein. Et comment ça se fait que l'entreprise en question ait embauché l'un des profils et pas l'autre, quoi? Et ça pose de graves questions, hein, sur l'équité de notre société, des processus de recrutement en termes de prise en compte des compétences ou pas. Ou est-ce qu'on a pris en compte l'apparence de la personne parce qu'il a Mhm. une cravate de marque, il est bien coiffé, hein, et il serre la main bien comme il faut, quoi. Hein, ce sont des vraies questions graves.
Très bien. Merci pour votre, propos qui, je pense, va permettre de faire, réfléchir, voilà, plusieurs, visiteurs et auditeurs sur ce sujet, passionnant. Pour conclure, j'aurais bien aimé aussi vous entendre sur l'école, sur la formation, sur, les établissements aussi, spécialisés. Nous avons, en France, différentes écoles, différents instituts, le milieu protégé, le milieu ordinaire. Est-ce que vous êtes militant pour désinstitutionnaliser l'accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap et faire en sorte que la société soit inclusive ou, à contrario, maintenir des structures, des foyers, des résidences, des écoles, des établissements et services d'accompagnement pour le travail pour des personnes qui ont besoin d'un accompagnement médico-social individualisé avec des réponses que le milieu ordinaire aujourd'hui n'est pas en mesure de pouvoir apporter par rapport à ces impératifs et ces exigences de production. Quel est votre regard sur ce sujet en reparlant un petit peu voilà, de l'éducation, hein, Euh, de l'école, hein. euh, J'allais dire, c'est très simple et ce n'est pas une boutade, hein, c'est très simple. À mon avis, il faudrait supprimer l'école ordinaire. Et c'est pas un lapsus et ce n'est pas une boutade, hein. Pourquoi est-ce que faudrait-il que tous les enfants, tous les humains jeunes en âge subissent le même tourment pendant 20 ans ou que sais-je de leur vie? Pourquoi est-ce qu'il faut, quand on est un petit humain, de rester immobile sur sa chaise du matin au soir, hein? Et si on ne le fait pas, on sera gravement exclu, discriminé toute sa vie, traité d'idiot, quoi, hein. Mais c'est totalement fou, quoi, hein. Ce qu'il faudrait, c'est généraliser les établissements ou lieux que naguère on appelait spécialisés, quoi, hein, voyez, hein, parce que aucun enfant n'est pareil, hein. Et peut-être l'apport des personnes, des enfants jugés handicapés, ça pourrait être justement d'aider les enfants jugés valides à avoir un meilleur cadre de vie, un meilleur cadre d'apprentissage, hein. Ça, c'est un premier point. Un autre point qui me semble absurde, désastreux, quoi, comme héritage scolaire, presque traumatisme scolaire, quand on discute avec les gens, souvent les gens constamment ont tendance à vouloir hiérarchiser les autres, quoi. Et à chaque fois qu'on rencontre un humain, on se demande est-ce que je suis meilleur ou pire que lui. À mon avis, ça, c'est un fâcheux traumatisme de l'école, quoi. Pourquoi vouloir constamment hiérarchiser les gens et soi-même se positionner hiérarchiquement par rapport aux gens, hein? Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un tout autre schéma d'apprentissage? Il y a toutes sortes d'enfants, il y a toutes sortes d'adultes, il y a toutes sortes d'enfants qui aiment faire ceci, qui sont compétents dans cela. Pourquoi vouloir à tout prix essayer de forcer la nature humaine? Pourquoi vouloir ne proposer qu'un seul canevas de développement pour les enfants, hein? Et ça, je pense que un système scolaire au plus proche de la biodiversité humaine serait un système avec toutes sortes d'options, hein, pas hiérarchique, mais toutes sortes d'options et de parcours de vie, hein, voyez? Donc, à méditer peut-être, hein. Là encore, je me dis que euh, c'est peut-être l'univers du handicap qui pourra peut-être donner des clés de mieux-être pour les gens d'invalides, quoi, hein.
Et je suis heureux de voir que petit à petit, très timidement, de plus en plus, il se crée des classes ou des lieux d'apprentissage qui ne ressemblent pas à la caricature, je dirais, presque napoléonienne. Vous voyez, des petites chaises alignées, des petites tables alignées, quoi, hein. Vous voyez, parce qu'après tout, la posture assise, c'est celle qui est la moins favorable aux apprentissages, quoi. C'est vrai, quoi, hein, ça a été démontré. Voilà. Mais donc, évidemment que c'est très provocateur, évidemment que ça a l'air un petit peu, je dirais, choquant, quoi, hein, mais il faut imaginer un meilleur avenir pour les plus jeunes parmi nous, quoi, hein, oui. Alors, on arrive à la fin, malheureusement, de cet échange passionné et passionnant. Monsieur Skovanek, on vous connaît comme, comme écrivain, comme, comme philosophe, comme, comme chroniqueur aussi dans différentes antennes de radio, mais on vous connaît un peu moins comme, comme voyageur et il me semble que vous êtes un grand passionné de voyage et que vous avez réalisé un certain nombre de déplacements à l'étranger et je crois même que vous parlez plusieurs langues. Euh, la place de la France aujourd'hui vis-à-vis du handicap, l'accompagnement du handicap, comment vous la percevez par rapport à des pays voisins? On est en avance, on est en retard, on est comme on est. Bon, il n'y a pas de pays parfait, hein, ça c'est sûr, déjà, mais la vraie question, hein, qui me semble la plus problématique, c'est qu'en matière de différence, en matière de handicap, il n'y a pas de circulation des bonnes idées, hein. C'est dramatique, hein. En matière de handicap, en matière de différence, on est comme l'économie de 1930, hein, avec des murs extrêmement rigides, hein. Et juste pour réfléchir, je connais des associations, des gens que j'apprécie beaucoup, dont le siège social est littéralement à 1,5 km de la frontière allemande, hein. Ces gens-là n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe en Allemagne en matière de handicap ou d'autisme et n'y ont jamais mis les pieds. Voyez, hein. Je suis stupéfait, hein. Également, par exemple, pardon de le dire comme ça, mais c'est un point qui est dramatique. De tous les innombrables intervenants, y compris officiels, quoi, avec les rangs les plus élevés de l'univers du handicap en France, qu'on entend souvent dans tel ou tel événement, si vous leur demandez de faire une présentation, ne fût-ce que de quelques minutes et ne fût-ce qu'en anglais, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. Voyez. Et c'est dramatique de voir à quel point l'univers du handicap est segmenté en petits bunkers juxtaposés. Ah, c'est très triste, alors qu'il y aurait tant de bonnes pratiques à partager et tant de moments humains fascinants à partager, quoi. On ne peut pas continuer à fonctionner avec un schéma presque féodal dans l'univers du handicap, alors que le reste du monde, les autres, on va dire, thématiques, fonctionnent tout à fait autrement avec des échanges interhumains et autres, hein. Ça, je trouve ça très triste, quoi, hein. Ça, c'est vraiment un premier point, hein, qui me semble très choquant, quoi, hein, et qu'on devrait réussir à lever ou à surmonter d'une façon ou d'une autre, hein. Après, par rapport, on va dire, à ce qui se passe en France ou ailleurs, hein, je dirais ce qui importe avant tout, hein, ce n'est pas la superstructure administrative, à mon avis. Ce qui compte, c'est la qualité du contact humain. Ce qui fait qu'un lieu, qu'un établissement est de qualité, c'est pas le cadre juridique décidé dans un ministère à Paris, quoi. Hein. Ce qui compte, c'est le profil, la personnalité des gens qui y sont, quoi. Hein. Voyez, c'est ça. C'est Très en bien. tout cas ma conviction personnelle.
Eh bien, sachez, monsieur Skovanek, que, l'association, Facilia et l'association, AVSEA, qui porte le dispositif adulte et handicap et qui organise du coup ce salon Andy Vauche pour lequel vous avez accepté le parrainage et vous avez accepté, cette conférence. Eh bien, voilà, vous remercie, très chaleureusement pour votre, amabilité et j'ai eu, plus personnellement, la chance de conduire cet échange avec la qualité d'un contact humain vraiment rarissime et je tenais à vous remercier voilà, très, très, très chaleureusement. Je vous souhaite encore de très beaux voyages. Nous vous remercions encore à nouveau pour votre appui, votre soutien et l'ensemble des propos que vous venez de tenir et des sujets que vous avez évoqués avec conviction et militantisme pour faire avancer cet enjeu social, sociétal, hein, avec un petit S qui, je l'espère, demain viendra un plus grand S par rapport à la RSE. Et le mot de la fin que je vais vous laisser, voilà, par politesse, parce que la politesse, c'est aussi une qualité qui vous marque énormément, je trouve. Voilà. Et la simplicité aussi. Merci, c'est très gentil. J'ai été très touché de participer à l'aventure en Vosges. J'espère que le salon grandira et que je pourrai aussi avoir à l'avenir la chance de partager d'autres moments avec Andy Vosges. Et puisqu'il faut le dire en une phrase, il y a une phrase que j'aime bien. Je ne suis pas suisse, hein, mais c'est une phrase qui est dans la Constitution suisse et je me permettrai de vous la redire. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Je pense que cette phrase-là est très forte et cette phrase-là a de quoi nous faire méditer. Nos sociétés n'existent et ne peuvent avoir un avenir que avec et grâce aux personnes qu'on cherche à exclure. Et donc, dans cette optique-là, peut-être, je pense qu'on a encore une sacrée aventure humaine à vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci les Vosges, je vous remercie et vous salue. À très bientôt, je l'espère, monsieur Skovanek. Au revoir. Au revoir.